retour, du coup, je vous l'avais dit, c'était assez rapide, pour conclure l'avant-dernière conclusion, on va dire, puisque c'est Jean-Michel Blanquer qui conclura vraiment cette journée, qui clôturera cette journée plutôt. J'ai le bonheur d'être accompagné par Pierre Léna. Pierre Léna, astrophysicien, cofondateur de La Main à la Pâte et membre de l'Académie des sciences. Pierre Léna, vous avez une tâche redoutable, celle de, enfin je ne sais pas ce que vous allez faire d'ailleurs, celle de ramasser en assez peu de temps, ramasser, conclure, ouvrir. À vous de jouer. Vous avez tout compris, la tâche est impossible, Ouais. redoutable et même impossible. Mais elle va commencer tout de même par des remerciements. Parce que cette journée n'aurait pas été ce qu'elle a été sans toutes ses contributions. D'abord, Morgane Daudier et Sonia Gadi, qui ont été les artisanes, je ne sais pas s'il faut dire ça, de cette préparation longue, depuis 6 mois, et très attentive pour aboutir aujourd'hui, malheureusement en distanciel pour la plupart des auditeurs, mais j'espère beaucoup que la journée de l'année prochaine nous rassemblera à nouveau, très nombreux, et en présentiel. Et puis, merci à l'animateur de la journée, Éloi Choplin, vous avez été formidable. On fera à nouveau appel à vous, j'en suis sûr. Merci Pierre Léna. Bien sûr, Jean Jouzel, constamment auprès de cette problématique depuis plus d'un demi-siècle, qu'il a commencé dans les glaces du Groenland et de l'Antarctique, et Valérie Masson-Delmotte, qui, depuis plus de 20 ans, met sa sensibilité éducative au service de ces objectifs scientifiques qu'elle poursuit au GIEC. Donc je crois que sans ces deux climatologues et leur engagement de longue durée, nous n'aurions pas pu tenir non seulement pratiquement la journée, mais encore assurer la qualité de son contenu. Bien sûr, le fait que 2 ministères soient présents à nos côtés, celui de l'Éducation nationale et celui de la transition écologique, est essentiel, puisqu'elle prouve que les messages, les prises de conscience qui ont été évoquées vont avoir ou ont déjà des traductions dans l'action politique. Météo France, qui depuis longtemps a montré sa préoccupation éducative par des modules, et Sylvain Mondon en a été un des témoins et des acteurs. Le muséum, qui lui aussi, sur l'angle de la biodiversité, est présent depuis plus d'une décennie. Et puis l'Institut Pierre-Simon Laplace, avec cette brochette de plus en plus riche d'acteurs qui accompagnent les réflexions sur l'éducation et l'action. Et bien sûr, je ne dois pas omettre de citer Éric Guillardi, à la fois le président de cette journée, le président de l'Office for Climate Education et également un des acteurs du train du climat qui a été évoqué il y a quelques minutes. Voilà. Et puis, naturellement, sans les nommer individuellement, tous les intervenants qui ont apporté une matière considérable. Je rappelle, vous l'avez dit et redit, que cette matière est disponible à tous, que les questions posées recevront des réponses, que les liens en particulier qui ont été donnés à beaucoup des actions, des institutions qui ont été évoquées pendant les débats sont présents et représentent pour chacun des auditeurs certainement un travail assez considérable d'exploration que nous espérons très enrichissant. Alors maintenant, dans le moment que j'ai, quelques points forts de la richesse extraordinaire que je ne saurais résumer en quelques minutes, bien entendu. Mon premier sentiment, c'est que depuis la COP 21, en 2015, nous avons fait, sur le sujet traité aujourd'hui, un progrès formidable. Vous savez que l'article 12 évoquait les objectifs éducatifs dans l'accord de Paris, mais ce progrès était encore une promesse. Au mieux, en 2015. Il est en train de devenir une réalité. Et cette réalité, on peut la décliner suivant bien des axes qui ont été évoqués aujourd'hui. J'en ai retenu quelques-uns. D'abord, cette rencontre entre deux mondes, le monde des scientifiques et le monde des enseignants, des professeurs, des inspecteurs, du système éducatif, des responsables d'établissement. Cette rencontre est féconde, nous en avons eu la démonstration. Elle est à traduire
de manière étagée, progressive. Et cette traduction est très loin d'être achevée aujourd'hui. Nous en avons eu des indications claires et précises. Elle se traduit au départ par des programmes pour l'enseignement secondaire, bientôt par des recommandations pour les établissements d'enseignement supérieur, puisque contrairement à l'école primaire ou secondaire, ils sont autonomes dans la gestion de leurs enseignements. Mais les programmes ne suffisent pas. Il faut des ressources pédagogiques qui sont parfois longues à mettre en œuvre. Nous en avons l'exemple à l'Office, avec un coût qui est parfois non négligeable. Et puis, ça ne suffit pas à nouveau, parce qu'il faut, au-delà, que dans les établissements, une politique de mise en œuvre se fasse avec, en particulier, cette présence maintenue de la communauté scientifique. Alors, les scientifiques ne peuvent pas aller dans tous les établissements scolaires de tout le pays, mais on est loin de leur accueil suffisant. Et ça demande des initiatives. Et je suis certain, pour ma part, que les grandes institutions comme le CNRS, les universités, et nous en avons déjà la mesure dans les maisons pour la science, par exemple, qu'un grand nombre de scientifiques sont prêts à intervenir pour peu qu'ils soient sollicités. Donc, cette rencontre scientifique-enseignant est féconde, il faut la poursuivre. Le deuxième atout dont nous disposons, et dont nous ne disposions pas il y a une dizaine d'années, c'est l'éveil actif de la jeunesse. C'est un atout majeur. Je crois que je ne dévoile aucun secret en disant que la mobilisation du ministère de l'Éducation nationale, en particulier pour l'enseignement scientifique, qui a été évoqué à plusieurs reprises et qui touche quand même à peu près 420 000 lycéens par an, ce qui n'est pas négligeable dans le lycée général, de façon obligatoire, quel que soit leur choix disciplinaire, eh bien, cet enseignement a été créé avec un lien que je crois réel avec les marches pour le climat des jeunes dans Paris et dans beaucoup d'autres villes de France. On fait parfois à l'école, et c'est parfois justifié, les élèves, en particulier au lycée, disent que tout ce qu'on nous apprend, c'est très bien, on va avoir le bac, ça nous prépare à la suite, mais enfin, ça n'a pas grand-chose à voir avec la vie. C'est un reproche qui est souvent fait au système éducatif. Or, ici, nous sommes dans une condition tout à fait différente, symétrique. C'est les jeunes, les élèves, les étudiants qui ont participé aujourd'hui à cet échange, qui demandent des outils de compréhension, des outils de formation, des éléments qui leur permettent de se positionner. En ce sens, l'émotion, dont on a dit aujourd'hui les risques, l'éco-anxiété, qui est préoccupante à coup sûr, est également un facteur extraordinairement mobilisateur. Je crois qu'une des remarques qui m'a frappé sur les courriers échangés ce matin sur le chat disait ça. L'émotion, elle est positive. Et elle est positive aussi quand nous voyons cette mobilisation des jeunes à la veille de chercher un emploi, qui ont une exigence vis-à-vis de l'employeur. On a cité ce chiffre extraordinaire de 70%. Ça prouve qu'il y a là une véritable, à nouveau, mobilisation qui va bien au-delà des marches pour le climat. Le point de l'éco-anxiété, qui est une question que beaucoup de professeurs nous posent, en particulier à l'école primaire. Moi, je n'oublierai jamais la remarque que m'a fait une petite fille, ma petite fille, qui m'a dit un jour, alors que nous nous promenions, que je la tenais par la main, « Grand-Pierre », c'est comme ça qu'on m'appelle, est-ce que c'est vrai qu'on va tous mourir du climat ? Terrible d'entendre cette phrase d'une petite fille. Alors, face à cette éco-anxiété dont nous avons beaucoup parlé, une parole d'abord. Et on sait que la parole est la première thérapie. Une parole qui soit un face-à-face entre l'enseignant et l'élève, mais aussi une parole portée collectivement dans la classe, dans l'école et dans la communauté, qui inclut évidemment les parents. Une parole qui induit un dialogue avec des adultes et, autour de l'action, une transformation de la parole en gestes qui sont en quelque sorte eux-mêmes des gestes curatifs, des gestes qui prouvent qu'on a non plus l'écrasement de l'ignorance ou de l'impuissance, non plus
que le surinvestissement d'un pouvoir démiurgique sur le climat que personne n'a. Voilà. Alors, on a beaucoup évoqué des types d'actions. Le chat en est déjà plein. Hein. Je mettrais, non pas en opposition, mais en comparaison, comme David Wilgenbus l'a fait, hein, différents types d'actions. Il y a l'action de collecter des déchets. C'est très bien de collecter des déchets. Hein. Mais est-ce que ça donne vraiment une compréhension intime de ce processus climatique? Probablement pas. En revanche, faire le bilan carbone de l'établissement scolaire, et suivant le niveau scolaire, si c'est le lycée ou l'école primaire, c'est pas pareil, mais à partir de ce bilan, s'étonner du manque d'isolation des bâtiments scolaires et de la possibilité peut-être d'inscrire au budget futur de la région, du département ou de la commune, suivant la responsabilité financière mise en cause, une transformation. À coup sûr, ce sera une leçon retenue longtemps par les élèves. Il a été évoqué les collèges de Strasbourg, dans lesquels une analyse des îlots de chaleur dans la ville de Strasbourg est faite de façon quantitative, problématique scientifique bien sûr, mais problématique extraordinairement riche, à mon sens, au moins autant, sinon bien davantage, que celle des déchets. L'exemple, évidemment, donné par Christian de Pertuis sur Dauphine était tout à fait intéressant. Un autre point, troisième point, si vous voulez, c'est que depuis 6 ans, nous avons de fait observé une prise de conscience progressive du rôle de l'éducation. Alors, on a cité en 1977, Monique Dupuis nous disait les premières mobilisations de l'éducation nationale. Oui, mais ça a tout de même été très lent à être pris en conscience et par le système éducatif et par la société et par les professeurs. Et puis l'article 12 dans l'accord de Paris de 2015 et maintenant cette très large mobilisation de sensibilité que nous avons perçue aujourd'hui. Et enfin, les outils législatifs, puisque la loi climat, d'une part, s'agissant du problème éducatif en général, sortant de la Convention citoyenne, et puis la loi de programmation de la recherche qui reconnaît la nécessité, dans les établissements d'enseignement supérieur, de la mise en œuvre de ce qui seront les recommandations, ce qui ont déjà été, ce que seront les recommandations du rapport Jouzel. De riches questions sont sorties, et là non plus, je n'ai pas le temps d'en faire le tour. Hein. La riche question autour de faire système, des aspects systémiques du changement climatique, de la complexité, comment se sortir de cette vision purement analytique que la science a développée avec l'efficacité que l'on sait, d'isolement des problèmes, que ce soit en physique, en biologie autour de la cellule, des mécanismes chimiques qui interviennent, alors que là, nous sommes confrontés à une vision de système, tous en interaction, comme on l'a rappelé aussi, non linéaire, avec des échelles temporelles ou spatiales très différentes. Complexité à laquelle s'ajoute, ça a été longuement débattu aussi, non seulement donc cette complexité scientifique, mais la complexité sociétale des enjeux, adaptation, atténuation. J'ai bien aimé l'intervention de notre ami du muséum sur Viginature, hein, qui montrait comment la science participative fait percevoir très tôt à des enfants, même peut-être à la maternelle ou au primaire, hein, l'intrication dans la collecte de données de tous les enjeux. C'est pas parce qu'on trouve beaucoup d'escargots à tel endroit qu'il y en a partout dans le même site écologique, etc. Ça, c'est vraiment important. L'enjeu de l'interdisciplinarité, ça devient évidemment presque un motif que l'on ne cesse de répéter. Il faut continuer à le répéter parce qu'il est difficile. Hein. Nous avons bien vu qu'au niveau prescriptif, il entre progressivement dans les préoccupations de l'éducation nationale, dans les programmes, dans ce vade-mecum qui a été cité. Hein. Mais sa mise en œuvre, et j'aime bien le mot d'intelligence collective qui a été utilisé pour la désigner, hein, sa mise en œuvre locale entre professeurs
est difficile, avouons-le, hein. C'est très bien de dire à nos élèves qu'ils doivent faire des liens entre les différentes disciplines qu'on leur apprend, mais rien ne vaut l'exemple donné par les professeurs. Et tant que chaque professeur demeurera, comme ça a été regretté par une des interventions, isolé dans sa classe et isolé de ses collègues, on n'avancera pas beaucoup, hein. Donc, une des propositions que je voudrais faire, hein, dans la ligne de tout ce qui a été échangé, c'est que chaque établissement, elle a été un peu évoquée d'ailleurs par Robin Bosdevex, hein, qui est inspecteur général, donc qui parle d'or sur le système éducatif, hein, c'est que l'on dispose dans chaque établissement de quelques heures payées aux professeurs pour une concertation entre eux, où l'on retrouverait, disons en terminale par exemple, le professeur d'économie, le professeur de philosophie, et nous avons eu 2 exemples d'un économiste avec Christian de Pertuis et d'une philosophe avec Corinne Pelluchon. Corinne Pelluchon, pardon, excusez-moi, hein, de la richesse de points de vue complémentaires qu'ils apportent à ceux du physicien, du biologiste ou du chimiste, hein. Donc, ces heures de concertation, il faudra y penser. Ce n'est pas impossible, ce n'est pas utopique, puisque quand nous avons proposé, il y a maintenant 15 ans, la création d'un enseignement intégré de sciences et technologies au collège, eh bien, dans tous les établissements qui s'y engageaient, ils étaient très nombreux, on a créé des heures de concertation pendant 3 ans pour que les enseignants puissent mettre au point ce travail collectif. Il est essentiel, nous ne réussirons pas l'interdisciplinarité si nous ne donnons pas des outils aux professeurs pour se parler entre eux et pour donner eux-mêmes le modèle de ce travail collectif. Et pour cela, il nous faut bien sûr éviter ce dont on est malheureusement que l'on trouve trop fréquemment en France, hein, les crispations disciplinaires. Chacun connaît son domaine, campe dessus et ignore celui de ses voisins. Un autre thème, mais je n'aurai pas le temps de le détailler longuement, c'est celui de la neutralité qui a évidemment occupé beaucoup de notre temps ce matin et aussi cet après-midi. J'ajouterai volontiers à ces 3 thématiques qu'on a entendues, réentendues, savoir, opinion, croyance, une 4e qu'on n'a pas entendue ce matin, mais qu'on a beaucoup entendue cet après-midi, celle des valeurs, hein. Il est bien évident qu'au-delà des opinions, des croyances, l'adhésion à des valeurs est un moteur puissant pour l'action que nous appelons de nos voeux de la part des élèves. Ces valeurs, certaines sont présentes presque spontanément dans la jeunesse, je pense à la générosité évidemment. D'autres, et ça peut étonner, sont inscrites dans les programmes. Elles mettent peut-être un peu un défi à cette neutralité que Anne-Françoise Gibert a magnifiquement qualifiée, à mon sens, d'impartialité engagée. Un oxymore en quelque sorte. Mais un oxymore, si vous le méditez, et si on essaie tous de le mettre en pratique, extrêmement intéressant autour de ce que Corinne Pelluchon a appelé la recherche de normes universalisables. Terme savant, mais qui dit bien ce que ça veut dire. Dans les programmes d'enseignement scientifique que le ministre, comme Béatrice Salvia nous l'a rappelé, a approuvé, eh bien, figurent les phrases suivantes. Tout choix possède une dimension éthique, ou encore la justice climatique est un point à traiter par le programme. Alors on voit bien ici qu'on n'entre ni dans l'espace des opinions, à mon sens, ni dans celui des croyances, mais dans celui des valeurs, celles qui font véritablement, on peut l'espérer, ciment dans notre société. Voilà, quelques questions abordées. On devrait parler de l'esprit critique qui a été beaucoup évoqué, de la confiance dans la science, dont Sylvain Mondeau a fait un écho aussi, avec cette différence qu'il a lui-même précisée et que l'épidémie, la pandémie nous a mise sous les yeux, hein, à savoir la différence entre une science stabilisée, hein, qui peut être enseignée assez facilement, hein, et une science en marche, qui fait l'objet de questions, d'interrogations, de controverses, y compris au sein de la communauté scientifique, et que la pandémie, comme le changement climatique, mettent
à disposition de tout un chacun, en général par le biais des médias, c'est-à-dire pas toujours de façon satisfaisante, mais que l'éducation doit assumer. Et présenter une science stabilisée ou présenter aux élèves une science en marche, ce n'est pas tout à fait la même chose. Nous avons entendu dans la dernière partie de cet après-midi un élargissement qui intéresse au premier chef la jeunesse, c'est dans les emplois qu'ils trouveront, quelle place donner à cette perception du climat qui les mobilise tant. Je dois dire que les interventions donnent de l'espoir avec une prise de conscience que je n'imaginais pas aussi étendue que ce que nous a décrit M. De Smet. Devant le vertige, il y a une balustrade à laquelle se tenir. Nous avons discuté aujourd'hui dans le cadre français. C'est bien normal, l'éducation nationale. Mais nous ne devons jamais oublier, en parlant d'éducation au climat, que le climat ne s'arrête pas à nos frontières, que le climat est une problématique globale et que le climat met en jeu, en particulier, l'avenir de 3 milliards d'hommes les plus pauvres de la planète. Un climatologue que j'aime beaucoup, qui est partenaire de l'IPSL, Viramanathan, qui travaille en Californie, ne cesse de rappeler qu'il s'agit d'un problème des pauvres et que nous ne devons jamais oublier que notre boulimie d'énergie est celle qui entraîne près de la moitié des populations du globe dans des difficultés dont ils souffriront à coup sûr plus que nous. Cette dimension internationale de l'éducation, elle est présente à l'Office for Climate Education, elle est présente dans beaucoup des problématiques que certaines de nos associations entendues aujourd'hui abordent. Elle est présente, bien entendu, à l'UNESCO. Elle devient présente, et c'est un grand progrès au sein de l'Union européenne depuis la nouvelle présidence de la Commission. Elle ne doit jamais être oubliée dans nos activités. En conclusion, notre journée dessine une ligne de crête pour l'enseignant et pour le professeur. C'est jamais facile d'être sur une ligne de crête. Quand on est à la guerre, on vous tire dessus des deux côtés. Et quand on est en montagne, on peut tomber des deux côtés. Mais quel paysage à observer! Quel paysage! Alors c'est à ce paysage que cette rencontre nous a conviés et je suis heureux de vous avoir rencontrés tous aujourd'hui. Merci beaucoup Pierre Léna. Merci, c'était un sacré défi. Pierre Léna s'est attelé aussi à une sacrée montagne, ramasser comme ça la journée. Je suis stupéfait, je vous le dis comme je le pense, je suis stupéfait de la justesse de ce propos et vous m'avez donné envie de me replonger très rapidement dans toutes les conversations qu'on a eues aujourd'hui. Et génial, météoclimat.fr, OCE.global, vous pourrez retrouver tous ces contenus très rapidement en ligne, en vidéo, en audio, enfin bref, vous pourrez retrouver toutes ces conversations. On va clôturer cette journée et je vais vous retrouver juste après cette clôture, mais juste après le petit jingle, c'est Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, pour conclure cette journée et on se retrouve pour une toute dernière minute. À tout de suite.